Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Je voulais parler avec toi cette semaine d'économie autrichienne. Et on va faire une série de vidéos sur l'économie autrichienne qui, évidemment, pour les libéraux, pour nous, c'est vraiment fondamental, c'est la base pour décrire réellement les échanges dans la société, pour vraiment décrire le marché libre, tous les principes et les lois économiques que décrivent si bien les Autrichiens, donc ce qu'on appelle les économistes autrichiens, donc qui suivent l'économie autrichienne, l'école autrichienne. Mais avant d'entrer dans les détails de l'économie autrichienne et les principes, j'aimerais juste faire dans cette vidéo quelques points plus généraux. Et la première, ce serait de dire que, en fait, la science économique, comme tu le sais très bien, hein, la science économique n'était pas réellement découverte. C'est un peu comme la physique. Si on prend la physique, il y a beaucoup de choses qui manquaient à la physique à la fin du 19e, même si on avait fait d'énormes progrès avec la physique newtonienne. Il y avait énormément d'aspects de la physique qui n'étaient pas compris. Et je dirais que la même chose est valable pour l'économie. Et j'irais même plus loin. Je dirais que même les bases, les fondamentaux de l'économie, de comment fonctionne une économie, n'étaient toujours pas compris à la fin du 19e siècle. Et ceci est quand même assez choquant en réalité, parce que nous avions déjà à cette époque des sociétés qui étaient déjà très développées et intellectuellement aussi très développées, mais néanmoins, il y avait des aspects fondamentaux de la compréhension du marché libre qui n'étaient pas compris ou qui n'avaient même pas été découverts, parce qu'on parle ici de lois économiques. Et en fait, beaucoup de ces lois n'étaient pas encore découvertes. Et en fait, l'économie autrichienne, donc les économistes de l'économie autrichienne sont ceux qui ont été parmi les premiers à découvrir ces lois économiques. Donc, on va entrer dans les détails sur quelles sont ces lois économiques, mais je pense que c'est important déjà de poser le cadre parce que je pense qu'une des raisons aussi du succès du socialisme et de cet étatisme exacerbé est malheureusement le fait que les principes de l'économie n'avaient pas été compris, n'avaient pas été découverts même à la fin du 19e. On sait très bien que, par exemple, le Capital de Marx, qui souhaitait décrire en réalité l'économie capitaliste, euh, ne prenait pas en compte non plus les lois économiques. Et ça, c'est quand même assez surprenant quand on pense à l'influence qu'a eu Marx. Donc, pour remonter un petit peu, évidemment, il y a eu des travaux économiques de Turgot, de Cantillon, et même plus tôt, il y a eu des travaux sur l'inflation, sur la théorie monétaire, sur le coût du travail, des choses comme ça. Adam Smith, par exemple, sur le libre-échange aussi, ça a commencé, mais il y a eu quand même, il y a quand même une chose fondamentale qui n'était pas encore connue, c'est la valeur. Donc la valeur d'un bien. Et c'est là où on parle de ce qu'on appelle la révolution marginale. Et c'était vraiment, disons, le coup de pistolet qui a réellement transformé l'économie. C'est le fait que jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne savait pas comment définir en réalité la valeur d'un bien. Et on avait quelques difficultés parce que la valeur d'un bien, si on prend même Adam Smith, même Ricardo, des grands économistes anglais de la fin du 18e et du 19e, ils prenaient le coût de production d'un produit comme étant la référence de la valeur. C'est-à-dire quel est l'effort qui entre pour fabriquer ou pour produire le bien en question. Mais là, il y avait évidemment des problèmes immédiatement parce que effectivement, quand il y a des produits qui sortent d'usine, on peut assez bien utiliser ce genre de raisonnement pour trouver une valeur qui correspond à peu près à un surplus par rapport à un coût de production. Mais il y avait le fameux paradoxe
ce fameux paradoxe de l'eau et des diamants. Et en fait, ce paradoxe, c'était quelque chose qui n'était pas compris. On ne savait pas comment répondre à cette question. Pourquoi est-ce que un diamant a tellement de valeur alors qu'il ne sert à rien? Et pourquoi est-ce que l'eau, qui est essentielle à la vie, n'a aucune valeur? Et on n'arrivait pas, au 19e siècle, à répondre à cette question parce qu'on n'avait pas encore compris cette question de valeur marginale. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on produit un produit, la valeur, disons, marginale, c'est-à-dire la valeur de la dernière unité produite, va avoir un petit peu moins de valeur que la valeur de l'élément qui a été produit juste avant. Et ça, c'est une loi absolument fondamentale. Et c'est pour ça que on n'arrivait pas à expliquer euh, ce paradoxe de l'eau, par exemple, le fait que dans le désert, quand vous n'avez pas d'eau, évidemment, vous serez prêt à donner tous vos diamants pour juste un litre d'eau, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas un surplus d'eau. La seule unité d'eau que vous avez à ce moment-là, c'est la seule unité, et donc elle peut valoir extrêmement cher. Et la raison pour laquelle l'eau ne vaut pratiquement rien, c'est parce qu'il y a un surplus et que donc il y a une abondance, je dirais. Et donc la dernière unité produite est donc pratiquement sans aucune valeur et donc et le prix est reflété dans ce manque de valeur. Donc ça, c'est un concept qui n'était pas compris. Il faut vraiment le comprendre, ça. Ça, c'est un concept qui n'était pas compris avant 1871 et le fameux livre de Karl Menger, qui est le fondateur de l'école autrichienne, qui donc a écrit Principes d'économie en 1871 et qui, pour la première fois, décrit ou résout cette énigme, résout ce paradoxe. Et ça nous paraît peut-être simple aujourd'hui, mais évidemment, avant d'avoir décrit un tel processus économique, euh, ce n'est pas forcément évident. Donc, il y avait deux autres économistes, donc Walras et Jevons, qui, à peu près en même temps, ont découvert disons, cette règle, cette loi économique, euh, mais ensuite, Menger a quand même été, disons, le premier d'une série d'économistes qui ont ensuite fondé ou qui ont réellement établi l'école autrichienne, tout simplement parce qu'ils étaient basés à Vienne au début. Et voilà un petit peu un résumé que je voulais faire. Et évidemment, c'est intéressant de faire la comparaison avec Bastia, qui évoluait effectivement dans une société où toutes ces lois économiques n'étaient pas connues. Et donc ça met en perspective effectivement l'œuvre de Bastia. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Oui, c'est ma perspective, l'œuvre de Bastia. Bastia est ce qu'on appelle un proto-autrichien, c'est-à-dire une personne, un économiste, puisqu'ils se baptisaient eux-mêmes économistes. Et à l'époque, les économistes s'opposaient aux socialistes. Les économistes croyaient à l'économie de marché, les socialistes n'y croyaient pas. Donc Bastia était un économiste. Et Bastia définissait l'économie comme la science des échanges. Ça veut tout dire. Et il disait que la valeur est subjective. Ça veut dire que la valeur dépend du service échangé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans le raisonnement économique. Tout à Ensuite, fait. tu as dit que certaines lois économiques avaient été découvertes récemment, mais quand on regarde le comportement, on va dire, économique des dirigeants occidentaux ou des dirigeants français en particulier, on se demande vraiment s'ils ont une culture économique quelconque, parce que on a quand même l'impression, quand on regarde leurs actions, qu'ils font, pour parler simplement, tout à l'envers, qu'ils font ce qu'il ne faut pas faire, et qu'ils s'étonnent ensuite que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc évidemment, quand on prend une mauvaise décision, même avec des bons sentiments et avec les meilleures intentions du monde, quand la mauvaise décision est mauvaise, le résultat sera mauvais. Et on a beau changer le, les paramètres, si on prend toujours la même décision, avec des paramètres différents, la même mauvaise décision, eh bien, le résultat sera toujours mauvais. Pour en revenir à la subjectivité de la valeur,
en fonction du service échangé. C'est aussi, le service est aussi à prendre dans un caractère, on va dire, humain et pas forcément une utilitaire. Par exemple, tu as dit tout à l'heure, l'utilité du diamant au point de vue pratique, à part mettre des diamants réels ou naturels ou artificiels dans une tête de foreuse pour faire des trous et briser des éléments particuliers, ça c'est une utilité matérielle. Mais ensuite, il y a une utilité esthétique, une utilité culturelle, et l'esthétique et la culture le propre de l'être humain. Les animaux, à ma connaissance en tout cas, n'ont pas de sens de l'esthétique et n'ont pas un sens culturel développé. Donc, le fait d'avoir ce sens-là fait que l'homme, pour avoir une satisfaction de ses appétits, de ses envies esthétiques, il va avoir besoin de produits, par exemple un diamant, un rubis, choses comme ça, qui n'ont pas grande utilité dans la vie quotidienne. Et cette subjectivité de la valeur, je pense qu'elle est bien mise en évidence par Frédéric Bastiat. Il y a aussi quelque chose qu'il faut mettre en évidence maintenant, ou parler maintenant, c'est que la science, c'est le contraire de la croyance. C'est-à-dire que les lois de l'économie, que les Autrichiens que Bastiat ont mis en évidence, sont valides jusqu'à ce qu'une loi autre, on démontre qu'elles ne le sont pas. Et il ne faut pas hésiter, quand on discute, euh, à, à discuter d'autres perspectives économiques, par exemple le volontarisme marxiste et ce genre de choses, même si on se retrouve dans des situations où c'est le libéral qui, alors, quand on regarde l'évolution de l'humanité, c'est le libéral qui va avoir, par les faits, par le déroulement des faits, par le déroulement de la vie humaine, par le déroulement de la société humaine, qui va avoir par les faits la démonstration que les lois de l'économie, c'est bien la science des échanges, c'est bien l'action humaine, comme dirait Mise. Et par contre, les étatistes, eux, ils sont victimes de ce que Hayek appelle la présomption fatale. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils peuvent tout contrôler et tout savoir, alors que des milliards d'informations sont traitées instantanément par des milliards d'individus partout sur le monde, et aucun être humain, et même aucune intelligence artificielle, n'est capable de gérer ce type d'informations. C'est pour ça que la, l'économie, la science des échanges, repose sur l'être humain, que ce soit sur ses goûts esthétiques, sur ses besoins de physique, matériel, manger, se déplacer, construire, se protéger, s'habiller, l'économie va reposer essentiellement sur le comportement humain. Et le comportement humain réel, pas sur des modélisations comme on fait maintenant, parce que, à mon avis, en plus les événements récents ont démontré, il n'est pas possible de modéliser le comportement humain, de modéliser le vivant, je dirais, c'est pas possible, parce que le comportement humain est chaotique. Voilà ce que je voulais te préciser sur Bastia et la science Oui, économique. exactement, mais tu as tout à fait raison. Bastia a donc déjà identifié ce qui est surprenant, hein. Bastia avait déjà identifié la valeur, la subjectivité de la valeur. Évidemment, il n'est pas allé jusqu'à, disons, euh, établir ce qu'on appelle donc cette révolution marginale. Il a fallu attendre encore une génération, mais c'est ça qui est surprenant, que déjà Bastia sentait un petit peu ces différents principes, même s'il les a pas, disons, euh, rendus très explicites parfois. J'avais quand même un point que je voulais aborder par rapport à ce que tu viens de dire, c'est cet aspect, parce que tu as l'air de parler d'empirisme, mais je pense que c'est important de dire que les lois économiques qui sont la base en réalité de l'économie autrichienne et qui, évidemment, comme tu dis très bien, sont basées sur l'homme, sur la manière d'agir et de vivre de l'homme et les contraintes autour de la vie d'un homme ou d'une femme, évidemment, euh, ce ne sont pas en réalité des lois qui sont empiriques. C'est un petit peu, on peut se rapprocher plus à la loi de gravitation. Quand on parle des lois économiques qui ont été découvertes et ensuite, disons, détaillées par l'économie autrichienne, par l'école autrichienne, on ne parle pas d'empirisme, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de lois qui ensuite pourraient éventuellement être démontrées par une seule
démonstration contraire comme étant non valables. Il ne s'agit pas d'empirisme. Ça, c'est très important. Il s'agit de praxéologie, comme le dit Mises. Donc la praxéologie, c'est, disons, une manière de voir les lois économiques basées sur ce qu'on appelle de l'a priori. C'est-à-dire que ce sont des lois qui se tiennent indépendamment des circonstances extérieures et qui ne sont pas basées sur de l'empirisme et que n'importe quelle personne, en réfléchissant, peut arriver à cette conclusion-là. Donc ça, c'est très important parce que c'est vraiment la base de la réflexion de l'économie autrichienne et du marché libre. Parce que certains disent, ah oui, ce sont des lois, mais voilà, peut-être que la société va évoluer dans le futur et on démontrera que ces lois ne sont plus valables. Ça, je pense que c'est une grande erreur parce que déjà, voilà, c'est une question réellement de disons, de perception a priori de l'homme. Euh, et donc, je dirais pas que ça c'est exactement similaire aux sciences physiques, c'est-à-dire à la loi de gravitation, mais nous sommes pas loin du tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, et sinon on Oui, peut aborder, disons, les différents penseurs chronologiquement un par un dans une prochaine vidéo autour donc juste, de l'école juste autrichienne. une petite précision. Frédéric Bastiat, euh, quand il dit l'économie, l'économie c'est la science des échanges et l'économie politique est toute faite d'observation. Ça veut dire qu'il observe la société humaine telle qu'elle fonctionne et à partir de cette vie réelle, de ces actions humaines, il en déduit un certain nombre de lois. Et il s'avère que ces lois, jusqu'à présent, ces lois de l'économie sont parfaitement valides. Et quand on dit l'intérêt quand je dis la science doit être à un moment ou à un autre euh, démontrée, c'est-à-dire que si on sort une loi économique ou sort une équation en science et que elle n'est pas, la vraie vie démontre que que c'est faux, à ce moment-là, on est bien obligé de la remettre en cause. C'est pour ça parce que Basset utilise le terme de science économique. Et vu ce que nous avons vécu récemment, la science, ça a parfois changé de sens. Et c'est pour ça que j'ai précisé que la science était le doute. Et ce doute doit perdurer, même si nous avons la certitude que les lois de l'économie qui ont été mises en évidence par Bastiat, par l'économie autrichienne et par d'autres sont valables. Parce que les faits montrent que ces lois sont valables. Et à mon avis, les faits Oui, démontreront très longtemps que ces lois sont oui. valables. Mais là, tu parles évidemment de la partie empirique. Donc, effectivement, par observation et démonstration, expérience, on peut valider et continuer à valider ces lois. Je suis d'accord avec toi. Mais Oui, néanmoins, je persiste à dire que les fondamentaux de l'économie autrichienne, c'est vraiment de montrer que ces lois ne dépendent pas de démonstrations empiriques. Elles oui, sont valables a priori, c'est-à-dire sans avoir besoin de les démontrer en permanence ou d'essayer de disons, de les rendre fausses, quoi. Donc, je pense que oui, c'est vraiment important. On parlera peut-être dans une vidéo oui. prochaine de la praxéologie, quoi. Disons, ouais, c'est ça. Disons on ne les démontre pas, mais la vie montre qu'elles sont. On n'a pas besoin de les démontrer, mais Non, la vie c'est-à-dire montre c'est a qu'elles sont priori. valables. C'est-à-dire que quand on réfléchit à la question, on peut arriver à cette conclusion qui est une vérité. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une loi économique. Et pour moi, c'est vraiment fondamental pour comprendre comment fonctionne le marché libre. Et cela rend évidemment aussi toutes ces politiques publiques dont tu parles d'autant plus illégitimes, puisque elles sont, disons, elles vont au contraire en réalité même à l'homme, à la manière dont l'être humain vit et la manière dont l'être humain essaye d'optimiser sa situation. Et on en avait parlé dans une autre vidéo, j'en sais plus laquelle maintenant, de la manière dont c'est quand on a parlé du marché libre. Donc, j'invite nos spectateurs de revenir sur ces vidéos-là. On parlait justement de la manière dont, à travers l'action humaine, l'être humain essaie d'améliorer sa situation.
Et ça, c'est quelque chose qui est tout simplement gravé dans le marbre, je dirais. Donc, c'est Mhm. pas quelque chose qui doit être constamment démontré à travers Mhm. des expériences. Non, Donc voilà. ça ne se démontre pas. Il y a beaucoup de choses dans la manière dont dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. La manière dont Bastia décrit les choses est un petit peu différente parce qu'il est antérieur, est un petit peu différente à celle des économistes autrichiens. Mais une fois que Bastia a mis en évidence ces lois, il les savait réelles et il les savait fiables, à 100% fiables. Oui, oui, oui. Et juste pour terminer, j'ai oublié de dire ça, c'est que en fait, Marx était au courant, on le sait aujourd'hui, Marx était au courant de l'œuvre de l'œuvre de Jevons et de Walras et de Karl Menger. On sait qu'il a lu Karl Menger parce qu'il est mort plusieurs années après. Il avait déjà et en fait, il n'a pas intégré en fait les conclusions de Karl Menger dans Das Kapital, donc le Capital, qui a été écrit à peu près à la même période. Donc, on n'a pas de preuves, mais on peut imaginer avec beaucoup de probabilité qu'en réalité, Karl Marx était très, très embêté par ces conclusions-là. Parce que comme on va le voir dans une prochaine vidéo, toute la théorie du surplus du capital dont parle Marx, en fait, tombe à l'eau avec cette théorie de la valeur marginale qu'a présenté donc pour la première fois Karl Menger en 1871. Donc ça, c'est assez important. Et en fait, Karl Marx n'a pas su, en réalité, comment contrer cette théorie. Il n'a pas su l'aborder. Il n'a jamais abordé publiquement cela, alors qu'il aurait dû. C'était un vrai défi à toute la structure économique qu'a essayé de monter Marx. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très pénalisant pour tous les marxistes et qu'ils n'ont toujours pas aujourd'hui réussi disons, à réfuter. Je crois Voilà. que je crois que ça ne les pénalise pas beaucoup parce que les marxistes, si les marxistes se posaient quelques questions sur la validité de leur théorie, depuis le temps que les dizaines d'années que c'est une théorie qui se casse la figure dans la vie réelle, je pense qu'il n'y aurait plus de marxistes. Et ils n'ont pas ils ne se posent pas trop de questions parce qu'il y a encore des marxistes, justement. Bon, ben parfait. Ben donc, on continuera sur cette lignée dans une prochaine vidéo. Merci, Patrick. D'accord. Merci beaucoup, Finn. À bientôt.